bonjour, bienvenue sur ce live. Alors aujourd'hui, une émission des Vendredis de la Recherche avec Isabelle Ortega. Bonjour. Isabelle Ortega. Alors Isabelle Ortega, je vais vous laisser vous présenter. Je suis Isabelle Ortega, maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université de Nîmes. Alors on va aller un petit peu plus loin. Vous enseignez déjà à l'Université de Nîmes depuis combien de temps? Depuis un moment, depuis 2003 en tant que titulaire. Donc vraiment à plein temps depuis 2003. Donc ça fait 20 ans. Et très bientôt, dans quelques mois. Et voilà. Et je suis donc à la fois en histoire médiévale, c'est-à-dire une partie de l'histoire qui est pas vraiment approfondie dans les programmes du secondaire, donc c'est-à-dire du 5e au 15e siècle, je l'évoque, c'est avec tous les étudiants en histoire. Et puis je suis également à la tête d'un pôle de généalogie à l'université où on travaille sur l'histoire des familles et la généalogie qui est l'une des passions des Français. D'accord. Et donc là, il y a un DU, je crois. Il y a plusieurs DU, en fait. Il y en a 3. Le temps passe et on en crée tout le temps. Donc voilà, depuis 2010, on a créé le premier diplôme de généalogie. Et puis là, on en est à 3 avec 5 sessions par an. Ah oui, donc ça fait beaucoup d'inscrits, en fait. Ah on en a, si toutes les sessions sont pleines, 115 par an étudiants, ne serait-ce qu'en généalogie. D'accord. Oui, ça fait de l'occupation. Ouais. Et c'est un public, c'est quel type de public Alors maintenant, c'est tout à fait varié. Beaucoup plus varié que pour des étudiants d'histoire de licence. C'est-à-dire qu'on a vraiment des étudiants en droit ou en histoire qui sont intéressés par cela pour compléter leur cursus. Et puis après, on a des gens salariés qui adorent cela, qui parfois la pratiquent, cette généalogie, depuis très longtemps et qui veulent en faire leur métier parce qu'ils sont à un moment de leur vie où ils se posent des questions sur leur travail. Et puis cela va jusqu'aux retraités qui adorent cela et qui en font aussi ou qui la découvrent et qui se jettent à l'eau. D'accord, ah oui. Donc ça peut aller, une année on a vu comme cela un reportage de journal local où vraiment les tranches d'âge allaient de 20 ans à 60 ans. On avait plusieurs décennies. Ça intéresse toutes les générations en fait. Et surtout, c'est un brassage intéressant parce que c'est une passion, donc tout le monde a le même intérêt et ils s'entendaient bien en termes de fraternité et d'aide les uns vis-à-vis des autres. Intergénérationnel, exactement. Très bien. Alors, on va parler un peu plus recherche. Côté recherche, alors vous travaillez sur quoi? Alors moi, je travaille sur l'histoire des familles. C'est pas pour rien qu'après, je me suis lancée dans la généalogie. C'est parce que, ne serait-ce que pour l'époque médiévale, ce qui m'a toujours intéressée, c'est ces familles à l'époque médiévale. Celles que l'on connaît le plus sont celles des nobles, des gens qui ont des revenus et sur lesquels on a écrit et qui ont laissé des documents. Et voilà, c'est ces familles-là, leur façon de faire, la place des alliances matrimoniales, les stratégies matrimoniales qui se mettent en place, les héritages, enfin voilà, et tout cela m'intéresse pas mal. Alors on va rentrer dans le vif du sujet avec la petite rubrique, donc à quoi ça sert ce que tu fais? Je vais lancer la petite rubrique. Ce que tu fais. Alors pour répondre à ce charmant bambin, en fait, on a tous des racines de toute façon et connaître l'histoire et travailler sur cette histoire-là, c'est un petit peu mieux connaître nos racines, dégager une histoire sur laquelle bâtir un présent et un futur. Et on se rend compte de cela par le biais de la généalogie, ne serait-ce que la généalogie. Si c'est une des passions des Français, c'est parce que vraiment les gens ont besoin de s'ancrer dans un passé, de savoir d'où ils viennent pour mieux savoir où ils vont. Enfin, c'est tout simple, en quelques mots, c'est vraiment cela. Et donc l'histoire, c'est de la même façon, alors l'histoire des familles en particulier, mais l'histoire en général, c'est ça, mieux connaître une période pour essayer de voir un petit peu les dynamiques, comment elle fonctionnait cette période, et puis souvent l'histoire est un recommencement, donc on voit des choses qu'on pourrait éviter, ou on voit des grandes dynamiques parfois se reproduire, ou des cercles vicieux se mettre en place. Oui, on met en perspective le passé. On met en perspective le passé, par exactement. rapport à ce qui se passe dans l'actualité. Et puis ça permet d'éclairer l'histoire d'un pays, parce que là, je ne suis pas allée au bout, mais je travaille sur l'histoire des familles, et bon, il y en a beaucoup qui travaillent sur l'histoire des familles, mais moi sur la partie de la Grèce médiévale, parce qu'effectivement, ma thèse portait sur les lignages nobiliaires, donc c'est des familles nobles qui se sont installées dans l'actuelle Grèce, et cette Grèce médiévale, et ça beaucoup de gens ne le savent pas, pendant la période médiévale, a été pendant 2 siècles et demi française. Donc il y a vraiment des lignages, surtout champenois, bourguignons ou d'un large bassin parisien qui sont allés là-bas, qui se sont installés, qui ont pris le pouvoir, mais qui très vite se sont mariés avec des Grecs, ont eu des familles comme cela, franco-grecques qui se sont établies et qui ont conservé le pouvoir, parfois avec l'afflux après d'Italiens. Enfin. Ça se passait à quelle époque ça? Là on était au XIIIe siècle, après la 4e croisade, et jusqu'au XVe siècle il y a eu cela.
Et donc, vous voyez, ces interactions, même familiales, ne serait-ce que par le prisme de ces familles-là, ça permet de voir un petit peu une histoire de la Grèce qui est marquée par des groupes de personnes qui évoluent, qui interagissent par le biais de conquêtes, mais pas que. Après, les conquêtes, c'est une chose, mais après, il y a eu vraiment les mariages. Donc, il y a eu installation, sédentarité. Et on voit comme cela se mettre en place une histoire d'un pays renouvelée ou complétée par des apports d'autres groupes. Avec des pouvoirs qui se mettent en place, qui changent. Ah oui, qui changent, voilà, parce qu'il y avait des Byzantins, et puis là, d'un coup, il y a un pouvoir vraiment français qui se met en place. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Alors, vous en aviez un exemplaire pour caler la bibliothèque. Voilà. Donc le livre d'Isabelle Ortega. C'était sur la thèse, les lignages nobiliaires. Mais tout le monde peut voir l'épaisseur d'une thèse en histoire. Oui, c'est intéressant parce que selon les disciplines, c'est pas. La thèse et même l'HDR sont pas du tout les mêmes selon les disciplines. Vous n'allez pas me lancer là-dessus. Mais oui, effectivement. C'est ça le problème, c'est que ça nous prend pas mal de temps. C'est un travail complet, novateur, inédit, je veux dire, c'est le mot exact, et puis il faut le faire. D'accord. Donc ça, c'est le travail de thèse que vous avez fait éditer. Voilà, exactement. Et puis là, ce qui se fait souvent en sciences humaines et sociales, éditer les voilà. thèses. Alors pas systématiquement, il y en a qui le font pas, mais en tout cas, oui, j'avais eu la chance de postuler, d'être prise, d'avoir mon travail choisi pour être édité, effectivement. C'est important. Et donc ça, c'est combien d'années de travail? Ah voilà, c'est 5 ans. C'est 5 ans à peu près, voilà. Et ouais. D'accord. Et alors, expliquez-nous comment vous faites, par exemple. Comment ça se passe? C'est alors, des archives Voilà, c'est ça, des archives. Alors pour moi, pour la partie Grèce médiévale, pas mal d'éléments publiés aussi, quand même, des chroniques, des sources qui ont été publiées. Mais il faut brasser toute cette documentation, qu'elle soit en archive ou qu'elle soit publiée, que ce soit également des rapports de fouilles archéologiques, par exemple, ou de l'héraldique, ou des sceaux. Vous voyez, il y a quelques illustrations qui mettent en valeur, moi c'était ces familles nobles. Et bien après tout cela, c'est un travail de collecte, de synthèse, et ensuite d'organisation de la pensée, de restitution, de conception d'un plan, et puis rédaction. En travaillant avec d'autres chercheurs et chercheuses? Ah non, alors là, pour le coup, la thèse, c'est seul. D'accord. C'est seul, oui. Après, il y a d'autres, bien sûr, d'autres publications que je suis en train de faire, ou par la suite, bien sûr, il y a des articles ou des contributions dans des colloques qui sont collectifs, oui. Mais la thèse, non, pour nous, c'est en histoire, elle est seule. D'accord. Et donc cette thèse, ça représentait une introduction à vos travaux de la suite, ou ça a ouvert certains travaux, ou Oui, c'est toujours, je m'en inspire, c'est comme un marchepied en fait, ça ouvre un champ, et après je continue, je poursuis. Là, je complète depuis quelques temps, mais encore faut-il... Et je continue, je veux dire, il y a du travail encore, à alimenter une base de données sur les alliances, justement, de ces familles-là. Entre les différentes familles. Entre les différentes familles, dans cette principauté de Morée, qui est la Grèce actuelle, mais plus amplement dans un Orient latin. Donc, voir un petit peu quelles étaient les stratégies appliquées par ces familles entre le royaume de Jérusalem, le royaume de Chypre, la Morée, pour voir à quel moment elles choisissent de se marier avec des Grecs, quelles sont les stratégies de pouvoir pour garder le pouvoir, pour les héritages également. Voilà, tout ceci grâce à des bases de données maintenant qui sont grandement utilisées par les historiens. Ça apporte une histoire quantitative, c'est un autre regard sur l'histoire. Oui, ça nous permet de comprendre aussi comment se sont installés les différents pouvoirs dans ces zones-là. Et quantitativement, ça permet de dégager d'autres choses aussi. Voilà, les chroniques nous laissent des fois des témoignages, mais là, quand on amasse tout cela, on en dégage des chiffres, des proportions. On change d'échelle. On change d'échelle, exactement. D'accord. Et donc là, vous travaillez sur différentes échelles. C'est ça. Là, maintenant, j'ai élargi. Voilà, je pars de la Morée latine que j'ai pu voir, et puis j'élargis. C'est le but, oui, bien sûr, changer d'échelle et changer de sujet. Je ne veux pas systématiquement me complaire là-dedans. Et là, pour vous dire, à l'heure actuelle aussi, j'ai été sollicitée, et c'est pas mal pas la mode, oui, c'est un effet depuis quelques années, a été publié en 2017 l'histoire mondiale de la France, pour voir de quelle façon la France a pu s'inspirer de différents peuples qui l'ont formé, qui y sont passés, etc., avec quelques grandes dates. Et bon, moi, j'ai été sollicitée pour participer à l'histoire mondiale de la Grèce, parce que justement, elle est constituée également de groupes, et notamment pour moi, bien sûr, les Latins qui sont allés s'y installer pendant 2 siècles et demi. À quel moment, il y a des dates bascules que l'on peut critiquer. C'est tout de la qualité des historiens de critiquer, de prendre du recul. Pour autant, on fait avancer l'histoire, parce qu'il y a quand même des choses toujours à découvrir.
Oui, il y a Donc, des choses qui changent en voilà. fait, dans les livres, qui peuvent induire aussi des changements dans les livres d'histoire. Voilà, c'est la façon de compulser les archives ou de trouver de nouvelles sources qui fait que l'histoire est quand même en mouvement. Voilà, c'est pas complètement statique, on rabâche pas, je fais pas que rabâcher toujours la même chose. On découvre de nouvelles choses. Quand vous observez ces zones-là précisément, cette partie du monde et l'installation, par exemple, c'est des choses qui n'existaient pas avant. C'est-à-dire que les données que vous écrivez, que vous publiez, sont des informations qui n'existaient pas de la façon dont vous les écrivez, dont vous les publiez. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la principauté de Morée, pour les spécialistes, quand même, ils la connaissaient. L'histoire politique et militaire, elle existait. Mais l'histoire de ces familles-là implantées, par le prisme des familles et en éclairant vraiment, voilà, encore une fois, les successions, les alliances matrimoniales, la place de la femme, tout cela, non, ça n'existait pas. Et le but, c'est vraiment d'avoir un travail inédit, sinon ce ne serait pas accepté par nos pères. Oui. Et en termes de projets de recherche, alors sur lesquels vous avez travaillé ces dernières années, vous pouvez nous dire un petit peu ce que... Oui, ben donc juste là... Quoi ça... Ben là, voilà, donc l'histoire mondiale de la Grèce, ça c'est en cours. Donc cette base de données sur les alliances matrimoniales de façon plus large. Également, j'ai pu... Une base de données sur les alliances matrimoniales, oui. Qui est une base internationale Alors pour l'instant, c'est que mon petit travail à moi, mais j'ai déposé des projets, on verra bien s'ils fonctionnent. Et puis si ça fonctionne, ça peut s'élargir, je l'espère, hein, je le souhaite. Pour qu'après, ça soit le but, qu'on soit pas mal à y travailler, notamment avec des informaticiennes derrière, puisque j'ai eu la chance de participer à une ANR qui a travaillé déjà sur les Angevins. C'est un pouvoir politique qui s'est établi dans l'Europe médiévale. Et on a pu travailler sur les officiers de cet espace-là pour voir un petit peu, par le biais de différents royaumes, quel était leur cursus, comment est-ce qu'ils se déplaçaient, qui étaient-ils, etc. Mais ça, c'est un travail forcément... entre les États et entre différents historiens de différents États. Et puis là, j'aimerais que ça soit un petit peu la même chose. Mais et en fait, c'est une vision à la fois géographique et historique, en fait. Oui, c'est ça. C'est l'échelle qui change, en fait. C'est ça. Grâce à l'informatique, grâce aux bases de données, grâce à tous les instruments que l'on a maintenant en main, ben voilà, l'histoire, elle a quand même changé en 20 ans. L'appréhension et ce que l'on peut en faire. Donc, on découvre un petit peu... sur une autre échelle, des histoires locales qui en fait sont liées à des zones géographiques beaucoup plus larges. Parce que pour donner l'exemple de ces officiers angevins, certains Italiens travaillaient sur les officiers qui étaient en Italie, d'autres ont travaillé sur ceux qui étaient en Hongrie, c'est le même espace. Enfin, mais après, quand vous confrontez tout le travail, vous pouvez voir tout le cursus d'un homme qu'un seul historien n'aurait pas pu dégager, parce que c'est 3 vies qu'il faudrait pour arriver à récupérer toutes les sources, des sources dans des langues très très différentes. Pas forcément. Mais oui. Donc c'est toujours bien, d'interagir, de s'aider et d'avoir tout un groupe de travail. Oui, dans ce cas-là, j'imagine que c'est intéressant aussi de rencontrer des chercheurs d'autres pays, de participer à des congrès pour partager les informations, les données et partager les collaborations. C'est ça. Parce qu'il ne doit pas y avoir énormément d'experts dans ces domaines-là dans le monde. Alors, il y en a, mais dans d'autres pays, effectivement. Où là, j'étais l'année dernière à Tours, où il y avait un colloque organisé sur les élites transnationales. Et il y en a comme ça, là, effectivement, des grandes familles. Alors, c'était plus longuement. On a commencé au XIIIe, on allait jusqu'au XXe siècle. C'est un petit peu le début du Gotha européen, en fait. Et donc, moi, je m'inscrivais là-dedans. J'ai vraiment une noblesse qui traverse, qui part de France, qui va dans la Morée, mais qui se marie avec le royaume de Chypre. Enfin, c'est exactement cela. Mais ça se retrouve également au XVIIe siècle dans d'autres lieux. C'était un thème qui traverse les siècles et qui traverse les espaces. Donc, il faut juste arriver à trouver le bon levier pour qu'on se retrouve tous sur une thématique intéressante. Oui, ça donne des informations. Des perspectives aussi, ça éclaire. De sciences politiques, de géographie, d'histoire. La politique n'est jamais loin. Oui. Sociologie, des fois anthropologie aussi, parce que ça y ressemble. Quand on recule dans les siècles, dans le temps passé. Oui, il y a des pratiques particulières. Des pratiques de transmission aussi, j'imagine. Oui, ou transmission de noms aussi. Pour l'anthroponymie, c'est très intéressant aussi. L'anthroponymie, c'est la science des noms des personnes, des anthropos, de l'homme, quoi. Et c'est intéressant aussi. Dans les familles, on ne faisait pas des choix au hasard.
On ne faisait pas des choix. Et donc, il y avait vraiment des prénoms qui étaient donnés, soit de grand-père à petit-fils, soit de père en fils, d'où les numérotations d'ailleurs. Hein, ne serait-ce que ça, on le connaît avec la couronne anglaise, Charles III. Oui. Voilà, c'est d'actualité, il me semble. Et donc, voilà, on a comme cela des dévolutions, mais vraiment très personnelles par rapport à certains lignages. Ouais. D'accord, c'est par nationalité ou par type de famille ou Famille noble, c'est sûr. Et selon les régions ou les provinces ou les royaumes, oui, il y a des pratiques différentes. Et parmi toutes les sources que vous analysez, est-ce que ce sont uniquement des sources qui viennent de ces familles riches, nobles Non. Ou est-ce que vous avez aussi beaucoup de sources de familles qui ne sont pas particulièrement... Non, il n'y a pas beaucoup de sources sur les familles qui ne sont pas nobles. Non, mais par contre, pour éclairer ces familles-là, on peut avoir des témoignages de voyageurs qui sont passés à cet endroit-là, qui sont allés voir le seigneur de tel lieu, qui peuvent dépeindre celui-ci. Après, les seules catégories sociales qui peuvent laisser beaucoup de documents, ce sont les marchands durant l'époque médiévale. Parce qu'ils ont l'habitude d'écrire, ils écrivent à leurs correspondants, ils sont, par exemple, autour de la Méditerranée, ils ont pas mal de filiales déjà, enfin vraiment des sociétés un petit peu partout, et ils entretiennent des relations vraiment épistolaires, ils rendent des comptes pour leur société, enfin, ils ont des intérêts qui les poussent à savoir écrire. Autrement, vous savez, la majorité de la population, on ne peut pas le chiffrer, mais... l'écrasante majorité, pour ne pas dire 95% de la population, ne sait pas lire ni écrire. Donc, c'est compliqué après de réinventer. C'est pour ça que des fois, on se retrouve à la limite de l'ethnologie ou de l'anthropologie, parce que c'est des sociétés... Il faut en déduire aussi des pratiques. Il y a des mécanismes qui ressortent. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, a pu intervenir à Nîmes, mais une spécialiste aussi de la génétique et de l'anthropologie. C'était intéressant de voir, voilà, quand elle travaille sur des peuplades et sur le système... matrilinéaire, enfin vraiment à la place de la femme dans certaines tribus, je retrouvais des choses par rapport à des sociétés du passé. C'est vrai, c'est intéressant de faire des ponts. Oui, il doit y avoir un intérêt à travailler avec les sciences dures aussi. Aussi, complètement. La génétique, complètement oui. Et moi, ça m'intéresse par rapport à la généalogie. La génétique n'est jamais très loin. Oui, donc, oui, c'est plutôt dans cette direction-là que je m'oriente. Très bien. Alors, il y a la rubrique suivante, qui est la rubrique de l'objet ou l'anecdote. Et vous allez nous proposer une petite anecdote sur vos recherches. Sur la recherche, voilà. C'était une anecdote. J'ai réfléchi. Je ne voyais pas bien. Mais j'en ai une quand même. Enfin, une anecdote, voilà, surprenante. Donc, je me rends... régulièrement, ou fut un temps plus régulièrement en tout cas en Grèce, et notamment dans une des écoles françaises que l'on a à l'étranger. On a Rome, par exemple, Madrid, et l'une des plus anciennes aussi, c'est Athènes, justement. Et moi, bien sûr, c'est Athènes. Et donc, j'étais pour une session de recherche à l'école française d'Athènes, où quand on y va, c'est pour la recherche. Vous savez, on est vraiment rat de bibliothèque, on s'enferme, on sort pas, on voit pas la couleur du ciel. Enfin, on passe du temps à récupérer pas mal de documents. Et je n'avais pas fait attention, vraiment... J'étais à 1000 lieues de penser à cela. J'étais en plein mois de juillet et c'était le 14 juillet. Mais le 14 juillet, célébré à Athènes dans l'école française, donc française. Et en fait, ce jour-là, j'ai appris, bien sûr, que l'ambassade de France avait des jardins plus petits que l'école française d'Athènes. Et de ce fait, l'ambassadeur a souhaité, ou ils avaient organisé ça à l'avance, bien sûr, fêter le 14 juillet dans les jardins de l'école française d'Athènes. Et donc là, on voit se mettre en place des camions qui arrivent, réfrigérés, enfin, une chaleur, mais vraiment une chaleur qui fait que vous dégoulinez sur place, vous voyez, c'est pas très confortable. Et dans les jardins comme cela, alors qu'on est habillé pas comme les dîners de l'ambassadeur, on est habillé, on fait un peu pitié. Et vous voyez arriver sous des portiques, je me rappelle, des portiques, on regardait même s'ils n'avaient pas des armes et tout ça, le Gotha, alors pour le coup, je ne sais même pas qui étaient ces gens-là, très bien habillés, des femmes qui avaient dû passer chez le coiffeur, la maquilleuse, enfin magnifique, des robes. Et nous, on avait sorti la plus belle jupe qu'on avait mise dans la valise. Et on avait l'air ridicule, complètement, en tout cas, pas sur la même tonalité que la soirée en question. Oui. Et voilà, donc je me rappelle de ce 14 juillet dans les jardins de l'école française d'Athènes. Vous avez dû être un petit peu catégorisé. Ah ben là, je me suis pas sûre qu'on m'ait beaucoup vu. Chercheurs et chercheuses. Oui, c'est ça. J'étais pas allée faire les magasins l'après-midi pour trouver non plus la robe à paillettes qui allait bien. Non. Et vous y alliez souvent
Fut un temps, j'y allais régulièrement. Là, c'est vrai que depuis quelque temps, j'y vais moins. Après, on est rattrapé au quotidien par beaucoup de choses à faire, mine de rien. Alors maintenant aussi, de plus en plus, il y a des sources en ligne aussi quand même. Hein, ça, il faut reconnaître. Il y a moins de déplacements pas mal de indispensables. Ouais. Mais bon, après, j'y retournerai. Mais là, par exemple aussi, c'est vrai que j'ai un colloque avec l'école française d'Athènes. Je participe à un colloque sur écrire l'histoire de la Grèce franque. Et il y en a un qui a lieu à Athènes l'année prochaine, mais je suis en parallèle dans un autre colloque, donc je vais le faire en visio. Vous voyez, donc ça aussi c'est pratique, sous certains aspects. La période des colloques, elle est très courte en fait. Hein. C'est en général le printemps ou l'automne. Comment vous dire, ils se sont tous rassemblés. J'en avais que 2 là. Ils se sont tous dit les mêmes jours, qui correspondent en fait aux vacances de Toussaint, tout simplement parce qu'il y a des intervenants qui sont dans le secondaire, ça s'explique aussi évidemment. Oui. Et donc ils ont voulu leur permettre de pouvoir venir. Voilà. Et donc, par contre, je ne peux pas être à 2 endroits en même temps. Je n'ai pas le don d'ubiquité, donc à partir de là, j'en ferai un en visio. Très bien. Alors on va passer à la rubrique des questions gênantes. Alors vous allez découvrir nos questions. Le principe, c'est de jeter le dé et de jeter d'abord le dé pour avoir le nombre de questions concernées. Oula. 6. Ah ben on est parti pour 6 questions. Je vous donne quand même le petit joker si vous ne voulez pas répondre ou si vous n'avez pas de réponse, tout simplement. Ça, c'est possible. Et je vous laisse piocher les 6 questions. Alors, vous les piochez, on les lit. Allez. Vous essayez d'y répondre. Je les lis ou c'est vous? Je peux vous les lire si vous voulez. Alors, d'après toi, qu'est-ce que tes étudiants pensent de toi? Ouh, bah alors là... Alors j'en ai quand même une vague idée. J'en ai quand même une idée tout court, pardon, pas une vague. Parce que on a une relation quand même vraiment privilégiée à Nîmes avec les étudiants. On les accompagne année après année. Et sur la fin de leur cursus, après, on essaie de garder, alors évidemment pas avec tous, parce que vous imaginez bien, ça fait 20 ans que je suis là, mais avec quand même un certain nombre. Moi, j'apprécie d'avoir des retours de leur part. Et donc, voilà, ils ont l'impression d'être ici comme dans une famille. Enfin, moi, ils me donnent des nouvelles pour la plupart. Et donc, je pense être appréciée. J'ai quand même déjà été invitée à plusieurs mariages. J'en étais ravie. Oui. Donc, on entretient des relations vraiment très très bien. Après, en première année, semble-t-il, peut-être parce que je veux instaurer de l'ordre, il n'est pas question que ce soit la panique, et il paraît que je fais peur aux premières années. Bon, alors donc, pourtant, ceux qui me connaissent, je pense... C'est une rumeur, mais apparemment, elle commence à avoir des fondements assez forts. Bon, écoutez, si je leur fais peur et qu'ils pourtant, ils ne partent pas en courant, évidemment. Oui, apparemment. Voilà. Ça s'adoucit. Ça s'adoucit au fait des années, mais bon, voilà. Très bien. Ensuite. Allez, une autre. Tenez. Alors, sur quoi procrastines-tu le plus? En ce moment, justement, sur l'HDR, quoi. Il faudrait que j'avance cette habilitation à diriger des recherches. J'essaie. Mais d'autres collègues se reconnaîtront. On a tellement de sollicitations en termes de mails au quotidien. Il faudrait que j'arrête de regarder les mails, en fait, je crois. Et que je regarde plus les mails de l'administration pour que j'arrive à avancer pour le reste. En fait, il faudrait s'enfermer dans une grotte. Il n'y a pas trop de secrets. Et c'est pour ça que l'HDR et d'autres travaux, on les fait malheureusement quand on a des vacances, entre guillemets. C'est terrible. Souvent, c'est terrible. Les week-ends. Vous voyez, là, je sais très bien que ce week-end, je vais travailler. Ah oui. Mais oui. Ouais. Après, vous verrez, je ne sais pas si vous allez me demander une phrase. J'avais gardé une phrase qui fait qu'on a quand même un métier qui est passionnant et je voudrais, pour rien au monde, en avoir un autre. Hein. Ce qui fait que c'est pas grave, c'est toujours formidable quand même, ce qu'on fait. Même quand des fois, c'est un peu plus contraignant, mais on est ravis de porter des diplômes. Voilà, après, on est obligé de répondre à toutes les attentes, de lever tous les problèmes. C'est ça les responsabilités. Oui. C'est ça les responsabilités. Oui. Mais si les étudiants sont contents, c'est le principal. Voilà. Oui. Alors l'HDR, on n'a peut-être pas précisé que c'est l'habilitation à diriger des recherches. Voilà. Donc c'est le plus haut diplôme universitaire français. C'est propre à la France. Hein. Je crois qu'il y a très peu de pays qui ont ce diplôme-là. C'est ça. Et souvent, alors je ne sais pas, en histoire, est-ce que c'est comme en sociologie ou en ethnologie, c'est-à-dire que c'est comme une deuxième thèse en fait. Nous, c'est une deuxième thèse, effectivement. Voilà. Parce que je sais que ça dépend un petit peu des disciplines. Moi, c'est vraiment, il me faut que je refasse un mémoire inédit, plus un égo-mémoire, donc relatant un petit peu ce que j'ai pu faire depuis la thèse, et également tous les articles que j'ai pu publier depuis également. Voilà, un petit peu les 3 constituantes. Oui, c'est vraiment un travail de fond qui oriente aussi la suite de la carrière. Aussi, oui.
Oui, oui. Bah après, voilà, ça va un petit peu dans la droite ligne, tout cela quand même, quand je regarde en arrière, mais ça prend du temps. Tout prend Et du oui. temps, et puis c'est un métier fondamentalement très intéressant, donc voilà, on est captivé et capté par beaucoup de tâches. Alors, une autre question. Tenez. Qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes étudiants? Leur curiosité, pour certains. Bon, après, je ne suis pas particulièrement surprise, enfin, si ce n'est positivement, je veux dire, après. Mais oui, la curiosité de certains, qui vraiment sont là aussi et sont à leur place. Ils sont à leur place pour aimer l'histoire. D'accord. Ou la généalogie, enfin, ça dépend. Vous pensez à certains déjà en disant Oui, ça? oui, non, non, c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, après, vous savez, ceux qui sont. Alors là, je leur dis aussi aux premières années, c'est vrai que s'ils n'aiment pas l'histoire, ça va être compliqué pour eux. Oui. Mais je dirais ça, cela également de la biologie ou de la sociologie, en fait. Quelle que soit la discipline, il faut vraiment que vous l'aimiez pour pouvoir vous y attacher et travailler et l'approfondir. Une autre question. On en a combien là, alors, la quatrième. maintenant, la quatrième. Attendez. Alors la quatrième, qu'est-ce que tu envies dans les autres disciplines de recherche? Alors, je sais, envier, c'est un grand mot parce que moi, je ne me voyais pas faire autre chose que de l'histoire, donc en fait, je crois que je ne les envie pas. J'en aurais été incapable de faire des sciences. Non, je n'envie pas particulièrement. Voilà, une méthodologie particulière ou non, mais ça, moi j'aime bien ma méthodologie aussi. On est rigoureux en histoire, on attend des choses bien carrées et que l'on essaie d'inculquer aux étudiants année après année. Enfin, c'est même pas qu'on essaie, on leur inculque puisqu'on va tous dans la même direction. Et ça, progressivement, ils sortent avec une méthode, des connaissances. Non, non, ils sont pas désarmés. Et donc non, non, très bien. Je vais pas pour autant invoquer le joker, mais tenez. Alors, avant-dernière question, si tu pouvais ajouter quelque chose à ton CV, ce serait quoi? Si je pouvais être véritablement forte en anglais, ça serait formidable. Ah. Voilà, j'ai des capacités que je n'ai pas. Alors ça, par contre, je l'envie. Voilà, ça, je l'envie tout à fait. J'aimerais. Voilà, bon, mais voilà. Donc je ne le suis pas forte en langue. Donc laborieusement, j'ai appris le grec. Laborieusement, j'essaie de me remettre à l'anglais ou de l'entretenir. Mais j'admire ceux qui sont capables de tenir un discours et de répondre comme ça du tac au tac. Voilà. Ça, je les envie. Je ne l'ai pas. Et donc, la dernière question. Alors. Vous êtes sûr, là, il n'y en avait pas déjà 6? C'est la dernière. Alors, qu'est-ce qui te surprend le plus chez tes collègues? Les collègues. Mes collègues en histoire Oui. Collègues enseignants-chercheurs, ça peut être... me surprendre, c'est même pas ça. Je trouve qu'avec beaucoup, on s'entend très bien, mais c'est pas une surprise. Enfin, voilà. L'important, c'est d'entretenir. En plus, comme vous avez une visibilité sur 20 ans, peut-être il y a une évolution. Merci. Non. Non, mais vous avez une évolution. Oui, donc. Non, mais là, je trouve que voilà. Après, c'est toujours pareil. Il y en a, voilà. Donc ça va. On s'entend bien et il faut le préserver. En histoire, c'est sûr. Et puis après, avec d'autres, on les connaît plus ou moins. Après, on n'est pas tous sur les mêmes sites, donc c'est pas évident. Mais en travaillant justement depuis un moment, où, par le biais de l'Unifop, j'en côtoie d'autres et voilà. Et donc, on s'entend globalement bien. Ça, c'est très bien. Et puis, il y en a eu de plus en plus à l'université de Nîmes aussi. Oui, là, il y a eu des recrutements. Oui. Donc, c'est vrai qu'après, on ne connaît pas tout le monde, mais selon les projets ou des fois, les opportunités, on peut se rapprocher des uns et des autres et discuter. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et puis, on va passer à notre dernière rubrique, qui est celle de la trace que vous laisserez dans l'émission. Donc, c'est la rubrique de la page blanche. Je vous laisse, alors soit c'est un dessin, soit c'est une phrase, quelque chose d'écrit, ça peut être plein de choses. Je vous laisse écrire. Ça marche. Ça sera plutôt une pensée, très bien. Empruntée à quelqu'un. Très bien. Et il faudra bien sûr une petite signature à la fin. D'accord. Pour qu'on garde ça, ça fera partie de nos souvenirs de toutes ces émissions. Et moi, je vous propose juste de vous inviter à l'émission qui aura lieu à 15h tout à l'heure, donc le live qui sera sur Mars Bleu. Mars Bleu, c'est le mois donc, de la prévention du cancer colorectal et on a une émission spéciale à 15h, un live Twitch avec des chercheuses qui nous parleront de leur travail de recherche autour de la prévention et autour de ce mois donc de mars. Voilà.
Alors, on va regarder ce qu'a écrit Isabelle. À Confucius, déjà, c'est Confucius. Oui. Il faudra que je signe, je n'ai pas signé. Mais donc je vous laisse lire. Oui, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est une citation de Confucius que j'ai dans le bureau d'ailleurs. Et j'ai des anciens étudiants qui s'en rappellent encore. Quand ils viennent, ils disent « je me rappelle de cette citation ». C'est important. Rester positif et choisir effectivement, enfin, je le conseille à tous les étudiants et à tous sur Terre, un travail que vous aimez. Et dans ces cas-là, travailler, c'est pas vraiment travailler pour le coup. On est toujours intéressé et captivé par ce que l'on fait. On n'a pas la sensation de travailler. Et non, c'est ça. Et donc, c'est une pensée quand même qui vient de Confucius, donc 5e siècle avant notre ère. Elle date. Mais comme quoi, il y a des pensées intemporelles. Très bien. Merci. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.